La première nouvelle du jour nous conduit une fois de plus dans un aéroport, cette fois-ci l'aéroport international de Kansai à Osaka, où la police a appréhendé une femme, une brésilienne de 35 ans, Jessica Ramos de Souza, qui avait dans son bidon 13 paquets de cocaïne. Je vous communique la brève telle que je l'ai notée. Apparemment, je vais vous lire entièrement, ce sera beaucoup plus facile. Les douaniers de l'aéroport international de Kansai Osaka ont interpellé une femme tentant d'entrer au Japon et qui avait glissé une chaussette remplie de cocaïne dans son entrejambe, dans ses sous-vêtements. Apparemment, la bosse n'était pas immédiatement visible, mais un agent a remarqué que la voyageuse, à l'attitude étrange, donc Madame Jessica Ramos de Souza, semblait anormalement tendue lors de son passage à la douane. Elle a été ensuite soumise à un contrôle plus approfondi de ses bagages et de sa personne, qui a révélé la présence de 13 paquets de cocaïne, dont un que Madame Souza avait dissimulé dans une chaussette qu'elle avait dissimulée dans sa culotte, dans son pantalon au cours de l'examen. Madame Souza a commencé à se plaindre de douleurs à l'estomac. Elle a donc été emmenée à l'hôpital et les radios ont rapidement déterminé la source de son malaise. 74 sachets supplémentaires de cocaïne emballés dans des emballages semblables à des petits préservatifs qu'elle avait avalés, probablement dans l'espoir de respecter un horaire qui lui permettait de passer la douane et de sortir de l'aéroport suffisamment rapidement pour se rendre dans un endroit isolé et expulser les sachets de son corps avant que la douleur ne devienne insupportable. Au total, la police a extrait de ses sous-vêtements, de ses parties intimes, puisqu'il en a découvert aussi après, et de son estomac, 675,5 grammes de cocaïne. Voilà, donc 3/4 d'un kilo. Madame Souza a été placée en état d'arrestation pour violation sur la loi sur le contrôle des stupéfiants. Elle a volontiers admis avoir essayé de faire passer de la cocaïne, c'est gentil de sa part, en contrebande, mais elle affirme n'avoir eu aucune intention de la vendre. C'était pour sa consommation personnelle, a-t-elle dit, et pour offrir à des amis à elle, qui consomment d'habitude dans leur pays d'origine, dont des amis colombiens et chiliens, à qui elle voulait rendre service. 600 grammes de cocaïne, ça fait quand même de l'usage. Elle a donc été incarcérée, elle a donc été présentée au procureur d'Osaka. Elle risque, en l'état actuel des choses, une peine de réclusion criminelle à perpétuité, étant donné la quantité astronomique de cocaïne qu'elle avait sur elle. La police, les stupes d'Osaka, en collaboration avec la police métropolitaine de Tokyo et les stupes de Narita et de Haneda, sont en train d'enquêter sur le réseau, puisque une autre personne de nationalité brésilienne également a été interpellée à l'aéroport le même jour et semblait visiblement venir récupérer Madame Souza pour l'amener dans un hôtel de la périphérie de Osaka qui avait déjà été filé par les stupes qui le soupçonnaient, l'hôtel, d'être la base d'expulsion donc des mules de ce cartel ou de cette organisation qui reste à définir pour l'instant. L'affaire va être instruite avant la fin de l'été. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette aventure. Affaire à suivre. La nouvelle suivante est une nouvelle nationale, puisque la police japonaise connaît une grosse pénurie d'interprètes devant la recrudescence des arrestations d'étrangers qui explosent depuis quelques années, comme je vous en parle très régulièrement.
Eh bien, la police manque cruellement d'interprètes. Alors, selon les statistiques de l'agence, 12 170 étrangers ont été arrêtés au Japon en 2024, augmentant considérablement le chiffre, l'augmentant même, le multipliant par 4 depuis 3 ans. Et c'est le chiffre, bien entendu, le plus élevé depuis ces 25 dernières années. De plus de 9500 autres infractions ont été commises sans arrestation, mais avec verbalisation par des étrangers, notamment dans les lieux touristiques, indique l'agence. Face à la demande constante d'interprètes, donc là je ne parle pas de résidents, mais je parle vraiment de touristes et d'étrangers de passage avec des visas de moins de 3 mois, en tout cas des gens qui ne parlent pas la langue suffisamment ou pas du tout, donc qui ne sont pas installés, même s'il y a des exceptions, etc. Enfin, on parlera plus tard des exceptions. Le Japon compte actuellement environ 4200 policiers et agents assermentés qui maîtrisent une langue étrangère, souvent une langue d'Asie, donc chinois, coréen, un peu vietnamien, et anglais, soutenu par un réseau d'environ 9000 interprètes civils auxquels il est possible de faire appel en cas de besoin. Mais ce vivier, cette réserve d'interprètes qui suffisait largement depuis les 30 ans qu'ils sont en activité, c'est pas les mêmes, ça change, mais c'est un vivier de 9000, vous m'avez compris, eh bien n'est plus du tout suffisant et doit être augmenté de façon drastique très rapidement. Face à la diversification démographique, pardon, j'ai pas traduit, je suis désolé, des résidents de courte durée et des voyageurs internationaux entrant au Japon et l'augmentation des infractions, des crimes et délits, l'Agence nationale de police indique que les enquêteurs qui ne parviennent pas toujours à trouver un traducteur à proximité ou joignable qui parle la langue maternelle du suspect, étant donné que ces langues maternelles se multiplient. Récemment, ils font état d'un étranger d'origine de Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ne parlait que le papou, et ils n'ont pas pu trouver d'interprète, donc ils ont été obligés de remettre le suspect en liberté, qui s'était rendu coupable d'attouchement sur mineur. Voilà, pour se rendre au poste dans les plus brefs délais. Grâce un nouveau système, en l'absence d'interprète assermenté, maintenant le suspect sera conduit au poste de police le plus proche pour y être interrogé par un interprète travaillant à distance, voire même à l'étranger, faisant appel à des étudiants en japonais dans des universités étrangères qui auront passé une accréditation, un agrément de l'Agence nationale de police. La loi ne permettant pour l'instant pas encore d'utiliser l'intelligence artificielle ou les logiciels de traduction qui ne sont pas reconnus par les tribunaux. Voilà. Pour la police, ce nouveau système permettra des interrogatoires plus rapides, ce qui pourrait faciliter les enquêtes sur les crimes et délits en cours et la recherche de complices éventuels en fuite. Voilà. Tout ça, ça complique beaucoup la tâche, c'est ce que je résume un peu la fin de la brève, parce qu'il y a aussi beaucoup de documents à analyser et que les policiers ne sont pas tous à même de lire ces documents-là, même s'ils sont écrits en caractères romains. Il y a beaucoup de documents, notamment en arabe, en russe, en d'autres langues, en thaïlandais, en thaï, etc., des langues qui ne sont pas déchiffrables immédiatement par les policiers qui arriveraient pour la plupart à déchiffrer des documents en anglais et qui demandent donc un niveau de compétence encore supplémentaire. Donc ça, c'est les premières mesures qui ont été prises par l'Agence nationale de police, le recrutement d'environ 6000 étudiants en japonais et langues étrangères dans leur langue natale qui seront habilités à faire des traductions, des interprétariats d'interrogatoire à distance sous l'autorité d'un juge qui va les valider. Ça va concrètement coûter extrêmement cher et c'est vrai que le Nicolas japonais, le contribuable japonais, eh bien, commence à râler un petit peu en se disant que
Est-ce vraiment la peine de dépenser quelques milliards de yens supplémentaires pour faciliter la vie et les interrogatoires des gens qui viennent commettre des crimes et délits dans le pays? La question est lancée, je vous en laisse juge. Une fois cette mesure mise en place, eh bien, il est envisagé le recrutement de 7000 interprètes supplémentaires dans différentes langues, dont certaines très particulières. Et tout ça à l'horizon 2027, en prévoyant le boom du tourisme qui arrive là, cette année, puisque je vous rappelle qu'il y aura 600% de touristes en plus, et que là, le pays est sur les dents, et bien sûr, l'installation d'étrangers du monde entier, principalement d'Asie, mais maintenant de plus en plus du monde entier aussi, mais on en reparlera dans l'émission dédiée qui va arriver. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je tarde à la faire. Et donc on va avoir bien sûr cette explosion nécessaire. Vous connaissez déjà l'histoire de ces commissariats spéciaux ouverts dans des quartiers comme le Kabukicho qui sont dédiés uniquement aux étrangers, donc avec des policiers qui parlent tous au moins anglais, chinois ou coréen ou d'autres langues représentatives des gens qu'ils ont interpellés. On est vraiment en pleine mutation même du système policier au Japon, donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette grande réforme. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Osaka. Et je vous lis la brève telle qu'elle est. C'est une affaire absolument terrible. 4 membres d'une même famille ont été retrouvés morts lundi, donc aujourd'hui à Seita, dans la préfecture d'Osaka, suite à ce que la police soupçonne être, et maintenant on est quasiment sûr, là, alors, j'ai relu tout à l'heure les dernières dépêches, être un meurtre S. Selon la police, une femme de 26 ans et ses 2 filles âgées de 2 et 1 an ont été retrouvées poignardées à mort dans leur appartement vers 8h du matin. Toutes présentaient des blessures à l'abdomen et au cou, et un couteau taché de sang se trouvait sur une des tables de chevet au pied du lit. Vers 6h30, un jogger a aperçu le corps d'un homme de 26 ans, le mari de la femme, donc le père des enfants, des 2 petites filles, a aperçu le corps de cet homme sous une passerelle à environ 1 km de l'immeuble. Donc le jogger a appelé la police. Le décès de l'homme a été constaté immédiatement. Il a fait une chute assez vertigineuse. La police a découvert les 3 corps de sa famille lors d'une visite à l'adresse indiquée sur son permis de conduire, donc du monsieur qui s'était jeté de la passerelle. La police a aussi indiqué qu'une lettre de suicide collectif avait été laissée dans l'appartement, ratifiée par l'homme et son épouse, pas par les filles bien entendu. Elle pense que l'homme a tué les petites filles pendant leur sommeil, puis a tué sa femme, et ensuite est parti en courant et s'est jeté du haut de la passerelle. Son vélo était garé en haut de la passerelle, dans le coin des vélos, dans une petit parking et vélo juste à côté. Les motifs invoqués seraient de grandes difficultés financières. Il aurait été licencié récemment de son travail, son épouse ne pouvant pas retravailler eu égard à l'âge de ses petites filles, je vous rappelle 2 ans et 1 an, voilà. Et ne supportant pas le fait d'annoncer ça à son épouse, on doute encore de la signature de sa femme sur la lettre de suicide collectif qu'il lui aurait écrit et qui aurait été signé par lui et par son épouse. Il y a des chances encore, on ne sait pas, on n'a pas encore les résultats des premières constatations, mais qu'il ait assassiné elle aussi pendant son sommeil, ne supportant pas peut-être de lui avouer qu'il avait été licencié, qu'il n'allait certainement pas pouvoir payer les factures, le loyer et tout ce qui va à côté. Le couple aurait aussi contracté des emprunts pour la naissance des enfants. Vous savez que ça coûte cher, la naissance des enfants au Japon. Donc la police est partie sur cette piste pour l'instant et épluche les conversations, les SMS du couple depuis quelque temps, les ordinateurs et aussi les comptes en banque et tout ce qui pourrait
les conduire à en savoir plus sur cette affaire absolument terrible qui a vraiment, là, on parle pas mal dans la presse locale. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette horrible histoire, affaire à suivre. La nouvelle suivante et la dernière pour aujourd'hui nous conduit dans les riantes prisons japonaises connues pour leur art de vivre et leur... Non, pas du tout. Je voulais vous parler de cet amendement au code pénal qui, suite à une loi votée en 2018 qui avait été mise de côté, cet amendement va mettre davantage, excusez-moi, une fois de plus, j'ai pas traduit la news, l'accent sur la réinsertion en prison plutôt que sur la punition. Copié sur les modèles occidentaux, nord-européens principalement, il s'agit de la première modification des peines prévues par la législation pénale japonaise, qui est, je vous le rappelle, vieille de plus d'un siècle, on en a parlé très souvent. L'emprisonnement n'est plus divisé en peines avec et sans travail, et le travail pénitentiaire ne sera à partir, voilà, donc ça a été mis en place aujourd'hui, donc je vais utiliser le présent, n'est plus obligatoire pour les détenus, ce qui permet de consacrer davantage de temps à l'accompagnement, à l'éducation, à la réinsertion, afin de réduire la récidive, selon le ministère de la Justice. Voilà. Sur cette loi révisée qui concernera des personnes condamnées à des peines allant de 1 mois de prison jusqu'à 10 ans de prison. Il y aura la possibilité également d'avoir des sorties le dimanche pour aller voir sa famille, sa compagne ou ses enfants pour les gens qui en ont la possibilité. L'intitulé de la loi maintenant stipule clairement que l'emprisonnement consiste en un internement dans un établissement pénitentiaire et que les détenus ne peuvent plus être assignés à des travaux obligatoires, mais uniquement, le cas échéant, à des travaux nécessaires, doivent bénéficier d'un accompagnement nécessaire à leur réinsertion et à leur amélioration. Voilà. Avec ce changement dans la loi et donc cet amendement du code pénal, le traitement des détenus était largement basé sur la probabilité de récidive et donc augmenter la dureté du régime pénitentiaire pour leur passer le goût d'y revenir, si je puis me permettre, soumettant potentiellement un voleur à l'étalage récidiviste condamné à 15 jours puis 1 mois de prison et un membre d'un gang Yakuza, auteur de plusieurs meurtres, actes de torture et viol, au même régime pénitentiaire. Voilà. Le nouveau système met en place 24 programmes adaptés à l'âge, aux caractéristiques, au passé et à plusieurs autres facteurs, notamment dans des établissements pénitentiaires dédiés, cette fois-ci entièrement aux personnes âgées de plus de 70 ans, qui ont déjà droit, mais qui auront droit systématiquement à des établissements pénitentiaires dédiés avec du personnel formé, dont certains spécialisés dans les détenus atteints de démence et de Alzheimer. Il y aura aussi plusieurs établissements pénitentiaires dans lesquels on va installer des programmes de désintoxication qui seront destinés aux toxicomanes, ce qui n'existait pas ou très peu jusqu'à présent, le sevrage étant fait par le cachot. D'autres programmes ciblent les personnes âgées de 18 à 26 ans et qui risquent une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans. Pour leur permettre d'appréhender cette période de leur vie selon des codes établis par le ministère de la Justice, calqués une fois de plus sur les systèmes pénitentiaires nord-européens de Suède, de Norvège ou du Danemark. Les détenus âgés devraient pouvoir se concentrer davantage sur le maintien de leurs fonctions physiques et mentales, cognitives, plutôt que sur le travail manuel habituel. Voilà, ils auront donc plus de possibilités d'avoir des traitements et d'avoir des personnels compétents. Les détenus les plus jeunes pourront maintenant bénéficier d'un programme scolaire
pour préparer leur sortie de prison, notamment pour ceux âgés de 18 ans ou moins, selon certains cas exceptionnels, leur permettre de continuer leur scolarité en prison et de ressortir avec les diplômes qu'ils auraient passés s'ils n'avaient pas été emprisonnés. Les détenus seront transférés dans des prisons proposant des programmes adaptés pour ceux qui ont des projets professionnels et scolaires. Le code pénal, oui, c'était basé donc sur ce code pénal qui avait été promulgué en 1907. Il avait été modifié légèrement en 1945 et 1946 avec les réformes. C'était le code Meiji, mais à peine réformé. Et cette loi avait été votée en 2018, comme je l'ai dit, a été ratifiée et adoptée par la Diète, par le Parlement en 2022. Voilà. Le système carcéral japonais est régulièrement pointé du doigt par l'Observatoire mondial des prisons, par Amnesty, etc. Il y a bien sûr une énorme pression abolitionniste, mais on n'y est pas encore, mais ça avance un peu dans les idées. Et la punition systématique pour tous les détenus, alors je pense que malgré les amendements, eh bien les prisons de haute sécurité pour les tueurs psychopathes, les tueurs en série, tous ceux dont je vous parle dans mes vidéos vont rester des endroits pas très sympathiques, de même que les couloirs de la mort des grandes prisons. Là aussi, il y a eu quelques réformes, visiblement. Alors, ça n'a pas encore été promulgué, mais il y a une loi qui vise le couloir de la mort ITU et qui devrait assouplir un peu les conditions de détention dans le couloir de la mort, notamment permettre aux détenus d'avoir un peu d'intimité, pas être entre trois vitres, pouvoir se lever ou se coucher quand ils en ont envie, etc. Enfin, voilà, pas être soumis à la pression et peut-être aussi leur signifier leur exécution quelques jours à l'avance et non pas quelques minutes avant de partir. Voilà, tout ça est en cours d'amélioration il y a à l'étude en ce moment, ça peut paraître bizarre, mais c'est une question, pardon, je cherche mes mots, qui se pose du statut des détenus trans, pour lesquels il n'y a aucune loi. Alors ça représente 67 détenus sur tous ceux qui sont détenus actuellement au Japon, mais le problème se pose puisque l'Observatoire mondial et Amnesty International ont eux-mêmes émis un code destiné à accueillir dans les structures adéquates les détenus inter ou trans. Donc ça sera un projet à venir. J'ai vu que ça allait être proposé au Parlement avant la fin de l'année. La prison japonaise change, le pays change, la société japonaise change, tout change. Voilà. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de ces grandes réformes constitutionnelles. Pays à suivre.